Bonjour. Je vais continuer cette vidéo sur Zemmour parce que j'aurais dû la faire depuis longtemps. Et puis, c'est que c'est un homme qui prend des proportions énormes, qui devient de plus en plus dangereux. Et j'avais plein de choses à dire, et puis je ne l'ai pas dites. Et puis bon, il faut faire cette vidéo. Et puis la dernière fois, j'étais interrompu. Donc, alors aujourd'hui, à nouveau, je fonce. On est en des idées, en ne sachant pas exactement où je vais aller. Et pourquoi j'ai cette fixation sur Zemmour? Parce que, je vous l'ai dit, j'ai écrit un courrier au président Macron en 2017 ou 2018, octobre, et j'avais dit Zemmour, Éric Zemmour, danger de France, plus grand danger de France, beaucoup plus que Dieudonné ou que Alain Soral. Et on peut me reprocher peut-être d'avoir noyé cette prédiction dans un long courrier, parce que je demandais beaucoup de choses, mais ce n'était qu'un détail. Mais je n'imaginais pas que ça aille aussi loin. Mais effectivement, si on m'avait écouté, on aurait pu affiner, on aurait pu prévenir et on aurait pu ne pas avoir ce phénomène médiatique, ce phénomène social. C'est le produit de l'Internet et c'est le produit de la privatisation des chaînes privées. En fait, c'est la démocratisation sociale, mais il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de hiérarchie, et on est dans un système de panique où je vous avais évoqué le cas de Nigel Farage, qui est capable de faire sortir l'Angleterre de l'Union européenne. Et il y a des décisions très graves, très graves. Je vous ai parlé de Macron, bon, je vous rapporte aussi à mon bouquin, etc. Bon, j'ai pas envie de me répéter, et je voudrais plutôt fixer sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, moi je le sens, parce que d'abord c'est un Nord-Africain. Et le Nord-Africain, vous savez, il est sympathique, il dit des excès, il dit des trucs grossiers, il dit des trucs durs, et puis après il rigole. C'est une particularité des Nord-Africains. Un Nord-Africain, il va vous insulter votre Dieu, il va dégager une agressivité verbale, et puis après il va rigoler et ça va passer. Et en fait, c'est un élément de paix. Mais Éric Zemmour dégage une agressivité dans un contexte fonctionnel, dans un contexte pragmatique, dans un contexte français, dans un contexte, disons, européen, où on est pragmatique, on ne donne pas des paroles en l'air. Quand on donne des paroles, c'est de l'action. Si on insulte, on blesse. C'est pas la tunisienne qu'on peut lancer une insulte et puis après, allez, t'es un brave type et c'est terminé. Non, c'est pas la même mentalité, c'est différent. Regardez dans le cas de la Tunisie, on vous insulte vos dieux, mais avec une facilité incroyable. Et en même temps, c'est un pays paisible parce que toute l'agressivité se dégage dans des mots, et puis après, l'orage passe et on oublie. Par contre, dans un système européen, si vous dites, on fait une différence entre grossièreté et insulte. Si vous dites une insulte, oulala, c'est les tribunaux, donc vous êtes sanctionnable. Donc c'est un esprit différent. Et en plus, ce gars, il est fourbe. Il est fourbe, pourquoi? Parce que, vous voyez, il fait le sympa. Il est là, il sourit, il est tout plaisant. Là, il y a quelques jours, il était sympathique avec le gars Jordan, le gars de l'extrême droite. Et il fait ça avec tous ses interlocuteurs. Mélenchon n'est pas tombé dans le piège. Parce qu'il y a une chaleur encore du Nord-Africain. Le Nord-Africain, il a de l'humour, il est chaleureux, il est sympa. Mais d'accord, quand c'est entre nous, ça va. On peut accepter toutes les grossièretés, tout ce que vous voulez, dans des cadres intimes. Mais dans un cadre public, médiatique, d'action, de pouvoir, on ne peut pas faire des choses pareilles. Et donc, je vous disais, je cherche la sympathie de Michel Onfray. Moi, j'ai cru que dans le débat qu'il avait eu, Michel Onfray allait se dire, ouh là là, on n'appartient pas au même bord parce que ce gars, il est dangereux. Et bien, malheureusement, Michel Onfray ne s'est pas replié parce qu'il a dit des choses très grossières dans ce débat entre Onfray et Zemmour. Et j'ai cru sincèrement que Michel Onfray allait dire oh là là, je ne vais pas aussi loin et je recule un peu. Non, il s'est félicité du débat démocratique dans lequel on dit des âneries, des excès, des abus, des choses qui vous mènent à la mort, à l'exclusion, à des dégâts que vous ne pouvez pas imaginer. On l'a vu avec l'hitlérisme, on l'a vu avec tous les nationalismes. Il faut comptabiliser
la suite de ses propos. Donc il y a toujours des conséquences des propos. Mélenchon, lui, par contre, n'est pas tombé dans le piège, dans le sens que, non, je ne suis pas sympa, là, je suis sérieux. Je suis devant un média et on est en train de parler du devenir, de la gestion de ce pays. Donc, en coulisses, ça c'est autre chose. Mais devant l'écran, il n'y a pas que t'es sympa, ou je l'apprécie, ou j'ai dîné avec lui au patatue. Non, non, on est dans le vouvoiement, on est dans le respect, on est dans les idées et on débat. Alors, Zemmour a une fixation sur l'islam. Et il parle de l'islam. Est-ce qu'il est musulman? Pour autant parler de religion, je ne sais pas, moi, je ne sais pas parler du bouddhisme, moi. Je ne sais pas juger le bouddhisme. Je ne sais pas parler du judaïsme. Je ne peux pas faire ces choses-là. Donc ça ne m'appartient pas. Même le christianisme, je ne le juge pas. Je n'en sais rien. Il y a des gens qui trouvent leur fin, tant mieux. Leur aboutissement, leur extase, leur plaisir, ça les concerne. Pourquoi est-ce que ce gars est fixé sur l'islam? Mais il ne connaît rien de l'islam. Il n'est même pas politologue, il n'est même pas islamologue. Islamologue, c'est quelqu'un qui étudie les exégèses, qui étudie le Coran. Alors, si c'est un spécialiste, non. Lui, il surfe sur l'islam pour dégager ce qui peut nourrir son discours raciste, excessif, extrême, extrémiste. C'est ça. Alors, oui, donc sur l'islam, mais l'islam est beaucoup plus une philosophie, et parlons, en ce qui concerne l'islam, c'est les musulmans qui doivent en parler. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas concerné par ça. La seule question qui doit se poser, c'est que, quelle que soit la tendance, quelles que soient vos opinions, elle ne doit pas empiéter sur autrui, c'est tout. C'est ça le principe civil. C'est le principe civil. Il ne faut pas dire qu'est-ce qui veut nous ramener le christianisme au cœur de la société. C'est ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire pour contrer l'islam, il apporte le christianisme alors que lui, il n'est même pas chrétien. Donc, alors je vous disais aussi qu'il était fourbe parce que c'est un gars qui vacille selon les idées. Vous savez, imaginez Zemmour dans un milieu de Nord-Africains, je vous jure, il est capable de parler en adhésion avec eux. Mais quand il est en dehors des Nord-Africains, il tient un autre discours. Mais il retombe toujours sur ses pattes. Il dit des grosses âneries. Il dit des bêtises que vous ne pouvez pas imaginer. Mais seulement, c'est-à-dire au lieu de pointer la bêtise, tout de suite il a surenchéri sur une autre idée et sur laissez-moi parler, etc. Alors par exemple, il vous parle d'une guerre de 1000 ans. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La conscience de la croisade est très tardive. C'est même une idéologie reconstruite. Et chez les musulmans, c'est encore pire. Ils ont appris ça au 19e siècle. Ils ne savaient pas qu'il y avait une guerre de croisade. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et je vous avais dit que le mot croisade voulait dire croisière, qui à l'époque voulait dire pèlerinage. Et on allait avec sa femme et ses enfants, et on allait pour le grand voyage vers la Terre Sainte. Et ensuite, tout ça, ça a été dénaturé par l'histoire. Et il y avait des oppositions entre les chrétiens d'Orient, de Constantinople, et les chrétiens d'Europe. Et les chrétiens d'Europe n'avaient pas l'adhésion des souverains. C'était une manière d'armer les populations contre leurs souverains. Et ceux qui ont fait des croisades, après le retour, les fameux Templiers, etc., ont été sacrifiés, ont vécu pas des discriminations, mais ils ont subi des outrages. C'est comme aujourd'hui, on vous parle de la milice Daesh islamique qui va prendre des musulmans d'Irak, d'Arabie Saoudite, du Mali et d'ailleurs. Donc c'est pareil, ce sont des pouvoirs supranationaux qui essaient de s'appuyer sur l'idéologie, enfin pas l'idéologie, sur la spiritualité religieuse, etc. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais aboutir à quelque chose et... donc voilà, oui, la conscience de la croisade, je parlais de la conscience de la croisade, est très tardive, et lui, il en fait une guerre de 1000 ans. C'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Et si on veut en parler,
Alors on fait appel à des historiens, et les historiens ont des analyses de faits qui concordent, ou les conclusions, je ne sais même pas s'il doit y avoir des conclusions, en tout cas c'est de l'information, et on arrive à des résultats. Mais lui n'utilise des fragments de l'histoire que pour des conclusions à lui. Alors, autre mensonge, enfin, autre mensonge, il ne dit que des mensonges. Un des mensonges, il dit par exemple, la France n'a jamais perdu de guerre. Jusqu'à peut-être Waterloo, je crois, il dit la France n'a jamais perdu de guerre. D'abord, ce n'est pas la question. Vous savez, on ne gagne pas à ne pas gagner une guerre. Une guerre, il n'y a que des perdants. Mais c'est ridicule. D'abord, c'est ridicule de poser le constat. Et en plus, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. La France, elle a subi des guerres contre la Hollande sous Louis XIV, elle a eu des défaites, une guerre de 80 ans, elle a eu des guerres contre les Anglais, Trafalgar, je crois que c'est encore une bataille, Napoléon qui a perdu aussi en Égypte, il y a plein de défaites, l'histoire est pleine de défaites. Il y a des défaites, il y a des victoires, mais on ne se vante pas de ces batailles gagnées ou perdues. Elles ont été très dures, elles ont été cruelles, et à la mémoire de ces gens qui ont sacrifié leur vie, eh bien, on doit faire une stèle, on doit faire une mémoire, une connaissance pour ne plus que ça se reproduise. Mais lui, il conclut que la France, mais attends, et la France, une vieille nation, mais là, attends, les Francs, c'est une nouvelle puissance qui remonte au XIIe, XIIIe siècle sans doute, sous Louis XI, où la France a commencé à se composer en tant que royaume. Et puis, bon, un État national, bon, mais c'est l'histoire de France, c'est l'histoire de France. Mais lui manipule les faits historiques pour des conclusions politiques, et c'est grave parce qu'il est en train de fragmenter les populations, vous, nous, et le comble, c'est que lui n'appartient même pas au nous. Lui, il aurait dû faire une mise en valeur de l'histoire nord-africaine s'il avait été quelqu'un de cohérent. Il n'a rien de français, ce bonhomme. Donc, dans son ADN, il n'est pas français. Et pourtant, il parle d'une France à laquelle il appartient, mais ça illustre un complexe. Et ça illustre un complexe, c'est-à-dire que le discours, je vous avais dit la dernière fois, où Jean-Marie Le Pen ne passe pas, parce que c'est un Normand, eh bien, il passe avec Zemmour, parce que Zemmour est un Nord-Africain. Alors ça devient grave. Il libère la parole, et j'ai un site là, enfin j'ai un blog. Mon Dieu, quand j'entends les paroles, mais il y a un racisme horrible qui est en train de s'exprimer pour soutenir Éric Zemmour. C'est abominable. Bon, je ne voudrais pas m'attarder sur ça, mais c'est quand même... Alors, il dénonce encore les pauvres. Il stigmatise les pauvres. Bon, les pauvres, c'est les derniers immigrés, c'est les nouveaux arrivés. Pourquoi est-ce que tu attaques les plus petits? Pourquoi ils ont du mal à s'en sortir? Ils sont là, ils n'ont même pas 700 euros par mois, ils n'ont pas de droit. Ils essayent de rester honnêtes, ils se replient parfois dans la religion pour vivre. Je ne sais pas quelle est leur vie, mais c'est dramatique la vie de ces réfugiés qui ont cru pouvoir trouver un avenir en Europe. Mais bon, il faudrait aider ces gens-là pour redistribuer les cartes, pour essayer soit de repartir dans leur pays avec de nouvelles espérances, soit repartir avec... c'est-à-dire que j'avais plaidé, il y a longtemps, j'avais plaidé des papiers d'identité pour un court séjour, une reconnaissance pour 3 mois ou pour 6 mois, qui permettrait à ces réfugiés d'aller se ressourcer dans leur pays pour redistribuer les cartes. Peut-être qu'ils trouveraient de meilleures solutions. C'est-à-dire que et ne pas les attaquer, ne pas les... Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas les entraver, ne pas essayer de les reconnaître, essayer de les aider à ce qu'ils s'en sortent. Alors je vous ai parlé de ces réfugiés, des derniers arrivés qui ont beaucoup de mal à s'en sortir. Certains réussissent, tant mieux, mais très peu, une minorité. Mais il y a encore les immigrés de 2-3 générations qui sont parmi. Il y a des Français très pauvres, malgré un enracinement. Il y a de tout dans ce monde. Et je vous ai dit, même l'indépendant à 3 à 4 000 euros ne s'en sort pas, tellement les charges sont lourdes. Pourtant, il dépend de personne, mais il dépend du marché. Et le marché n'est pas là. Donc, quand ça ne rentre pas, c'est compliqué. Et par contre, il est obligé, pour payer ce système social, qu'on ne peut pas contester. On ne peut pas contester le système social.
Il est là pour la solidarité, pour aider les accidents de la vie. Donc il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui ne gagnent pas. Ce n'est pas normal de laisser gagner ceux qui gagnent. Et non, on doit mettre un système d'imposition à tout le monde. Il faut cotiser à ce système social pour la maladie, pour la vieillesse. Enfin, vous vous rendez compte que ce gars-là voudrait remettre en question des acquis depuis le 19e siècle, depuis les années 30, de toute notre législation sociale. Et il veut faire une distinction entre les nationaux, les non-nationaux. Mais ce sont des êtres humains. Et c'est-à-dire que je crois que même Marine Le Pen n'a jamais dit des choses pareilles. Même Jean-Marie Le Pen, il a dit priorité. Bon, c'est possible que ça ait été dit, mais enfin, mais Zemmour le dit franchement à la télé, sur CNews. Et ça ne choque personne. Et les gens surenchérissent. Et il y a des gens du gouvernement, entre autres Michel Barnier, qui est le cadre, vraiment le haut cadre français, qui a été un commissionnaire à l'Europe, etc., qui est un homme de pouvoir, hein, mais c'est un homme compétent. Eh bien, cet homme-là adhère à ces idées. Donc il va voir de quelle manière, avec l'appareil d'État, appliquer les idées zémouriennes, les idées excessives, extrémistes. En fait, la pauvreté, c'est une atteinte c'est une atteinte aux gens, c'est une atteinte à la dignité des gens. Et là, on vous dit, dans le langage courant, bah, c'est normal de ne pas aider les étrangers. Mais les étrangers qui vivent en France, qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent des voleurs? Mais même les Français, même il y a des Français qui n'ont pas de droit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent des voleurs? Mais non, on a un pays digne dans lequel chacun a le droit de ressources pour vivre. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas vivre un système d'autarcie ou d'autonomie ou de vivre sur la base de ce que l'on produit. Au niveau de l'État, on peut réfléchir à ce type de situation. Mais à l'état individuel, ce n'est pas possible. Vous cultivez vos tomates, ben vous n'en avez pas assez des tomates. Vous n'aurez pas assez de tomates pour l'année. Et de toute façon, vous avez besoin de poivrons, de poêles, d'électricité, de machines, etc. Donc vous êtes dépendant du marché. Et donc il faut que tout le monde s'unisse autour d'un revenu d'argent, qu'il soit celui du travail ou du non-travail, des ressources personnelles, etc. On a un système qui a mis des centaines d'années, enfin, des dizaines d'années tout au moins, pour se mettre en place. On ne va pas le démonter, c'est pas possible. Alors maintenant, autre chose, c'est par rapport à la justice. Il reproche donc les voyous, les délinquants seraient des Nord-Africains ou des Africains, ou en tout cas des musulmans. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. D'abord, Zemmour, il a une famille de bandits. Ses parents, son grand-père était cordonnier, ils étaient très pauvres, il n'y a pas de honte à la pauvreté, et ils ont eu beaucoup d'enfants, oui, c'est la réalité. C'était un Nord-Africain, et qui ont émigré, qui ont subi le choc de la guerre d'Algérie, et qui ont dû quitter leur pays pour s'installer en France. Alors Éric Zemmour est peut-être leur lumière, le jeune qui a fait des études et qui a une passion pour les études et qui arrive à en vivre, qui arrive à vivre de ses études. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui font des études et on ne gagne pas un radis avec ça. Et je sais de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la famille de Zemmour est très pauvre. Et certains, en tout cas beaucoup, ont eu une carrière dans le banditisme, les Zemmour. Mais bon, c'est le produit du déracinement, c'est le produit quand vous êtes seul et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors il y a des réseaux de drogue, des réseaux de prostitution, de l'argent où on croit que l'on va gagner de l'argent parce qu'il y a une demande. Donc qu'est-ce que vous voulez? Ça existe, c'est une réalité. Et ce sont toujours les gens du bas de l'échelle, les moins intégrés, qui rentrent dans ces filières. Le dernier immigré, bah oui, bah, à l'époque, on racontait, il a 20 mètres de trottoir, quoi, parce que qu'est-ce qu'il sait faire? C'est exploiter sa femme ou sa fille, enfin, ça arrive, ça existe, qu'est-ce que vous voulez? On aimerait bien que ce soit autrement, mais c'est le produit de la misère. Quand vous êtes dans la misère, vous n'avez que votre peau et votre sueur à vendre, hein, donc
Bon, aujourd'hui, avec le machinisme, tout ça, ça change. Mais on ne peut pas. Donc, Zemmour lui-même vient d'un milieu qui a flirté avec l'illégalité. Mais bon, autre chose, les prisons sont pleines de Nord-Africains. Moi, je peux vous dire que les Nord-Africains, eh ben, ils n'ont pas la part belle. Quand vous passez devant un tribunal, moi j'ai eu le malheur de passer devant quelques tribunaux, j'ai 93% d'échecs. Hein. Il y a uniquement ma gueule, mon nom, je crois que c'est déjà écrit. Hein. Toutes les affaires où j'ai été engagé en justice, je crois que j'ai perdu à 93%. Oui. J'ai des condamnations, j'ai des condamnations à la prison. Hein. Pourtant, je n'ai fait aucune faute. Mais on a considéré que j'avais fait une faute, on a menti sur mon dos, on m'a accusé de choses. Et si je fais un calcul comptable de mes condamnations, ben oui, j'ai des condamnations, j'ai des trucs à payer, pourtant je ne les dois pas. Mais je crois que je le dois certainement à un préjugé. Donc j'imagine, pourtant je n'ai pas fait de meurtre ou de violence ou de choses de ce genre-là. Ben, j'imagine que les Nord-Africains, lorsqu'ils se font attraper, eh ben, ils payent. Hein. Il n'y a pas d'indulgence à leur égard. Donc, que les prisons soient pleines de Nord-Africains, ça oui. Alors, on vous dit que aussi les prisons sont pleines de musulmans, mais la religion est un refuge, c'est un soutien. Et il y a quelques années, lorsqu'il y a eu des émeutes en Belgique, c'était les imams qui avaient calmé les émeutiers. Les émeutes étaient civiles. Truc de policiers, on a brutalisé quelqu'un, il y a eu une colère sociale dans certaines communes. Et ce sont les imams qui ont calmé. Donc les imams dans les années 80-90 ont calmé le jeu. Alors autre chose, on assimile la violence, l'islam, la religion, et on vous dit que tous les musulmans ne sont pas, je ne sais plus la citation exacte, mais tous les terroristes sont musulmans. Alors, je vais vous dire une chose. Le terrorisme islamique a été construit. Le terrorisme islamique est une victoire des agents secrets israéliens. Alors, je vais vous faire un petit récit. Les Israéliens ont vécu le terrorisme qui se légitimait du nationalisme palestinien. Mais comment est-ce qu'on raconterait des gens qui sacrifient leur vie pour l'idée nationale? Ils sont fiers de mourir pour l'idée nationale. Mon Dieu, c'est une sacrée énigme. C'est une sacrée énigme. Comment retourner cette situation? Comment enlever la volonté de mourir au nom de sa nation palestinienne? C'est-à-dire, c'est encore les vieux réflexes de la Deuxième Guerre mondiale, où l'on fait l'éloge de la résistance, où on sacrifie sa vie pour battre les nazis. Et là, eh bien, 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on a encore des gens qui sont sur cette ligne. Je sacrifie ma vie ne vaut rien, je peux la brûler, je peux souffrir au nom de la nation palestinienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette nation palestinienne? Ça ne sera plus mon problème. Bon, mais je veux dire, en tout cas, c'est leur idéal, ils peuvent mourir pour ça. Comment est-ce que les services israéliens vont retourner cet état d'âme? Et puis pourquoi est-ce que c'est uniquement les juifs qui devraient être victimes de ce terrorisme? Pourquoi? Et regardez objectivement, c'est inadmissible. Eh bien, le comble, il faut retourner ce terrorisme pour le rendre islamique contre les musulmans. Donc c'est-à-dire que ce terrorisme frappe au nom de vos valeurs sacrées et qui tape aussi des musulmans. Et ça a marché. Ça a marché. Ça a commencé d'abord avec les renseignements, ensuite ça a commencé avec les Américains. Pour lutter contre le communisme, contre l'athéisme des communistes, on a fait un appui aux djihadistes musulmans, c'est-à-dire vous avez plus
de combativité lorsqu'on touche à des choses sacrées. Je veux dire, on a beaucoup de convictions au nom de valeurs essentielles dans une société. Vous voyez, bon, je ne peux pas faire le récit complet parce que je parle un peu à l'improviste, mais je vous dis que le terrorisme islamiste est la victoire de la société, là, des renseignements israéliens. J'ai oublié son nom. Je vieillis, je perds la mémoire. Le Mossad, voilà. C'est la victoire du Mossad, et ça, j'en suis persuadé. Ils ont signé. Et puis, en plus, ça correspond. C'est-à-dire que Israël s'est justifié de religion pour fonder un État. C'est un État juif. Puis bon, peu importe que vous soyez croyant ou que vous soyez croyant, peu importe. L'essentiel, c'est que vous appartenez à cette communauté dite juive. Nous, juifs, avant, c'était péjoratif, on ne disait pas le mot juif, c'était pas bien. Eh bien là encore, ils ont retourné le mot, c'est devenu un mot positif. On parlait des Israélites, on parlait des Hébreux, on parlait du rite israélite, mais on ne parlait pas des Juifs. Les Juifs, c'était une façon de dénigrer les gens. Et bien Ben Gurion, il est très fort, cette crapule-là, il a retourné le mot et il en a fait un mot positif, c'est-à-dire que tous les discriminés du monde, c'est-à-dire tous les Juifs du monde, savent qu'ils peuvent avoir un foyer sur place. Et donc lui a fondé un État basé sur ces Juifs, cette reconnaissance de la communauté juive, et le mot a pris force et il est devenu positif. Donc pour contrer cette identité juive, les Palestiniens, ils ont fait le contraire en identifiant leur appartenance musulmane. C'est-à-dire qu'elle se voile, mais elle signe. Mais bon, malheureusement, pour les Palestiniens, je crois que lorsque quelqu'un s'affiche sous le voile musulman, il n'acquiert pas la sympathie du monde aussi facilement. Vous préférez un joli bébé qu'un joli recouvert, c'est normal. Eh bien, il y a une question d'image. On a plus de pitié enfin bref. Donc il y a une question d'image, et quand on revendique au nom de l'islam, ça passe moins bien en tout cas. On peut un peu plus s'en foutre, vous voyez. C'est clair. Oui. Voilà. Donc, c'était pas mon propos essentiel, mais oui, effectivement, l'islamisme, le terrorisme islamique a été manipulé d'abord par les Israéliens, ensuite par les Américains, et ensuite, et encore, tous ces mouvements. Maintenant, on n'en parle plus de l'islam. Pourquoi? Remarquez. La population en parle, parce que la population, elle est toujours un peu elle a un retard, vous voyez. Mais concrètement, il n'y a plus de milices islamiques ou d'État islamique ou de Daesh. Pourquoi? Parce que c'était des produits manipulés par les Américains. Là encore, les Américains ont pris leçon sur le Mossad, et pour faire leur guerre d'Irak et essayer de renverser Assad en Syrie, ils ont utilisé la religion. Et quand vous ouvrez un pont, on l'emprunte. Et donc les islamistes ont utilisé la religion pour leur combat, pour essayer d'adhérer des jeunes d'Europe, pour essayer de gagner la sympathie. Bon, on a eu un mouvement comme ça de migration, de volonté d'aller faire la guerre au nom d'une justice. Et en fait, derrière tout ça, c'était tout simplement des rapports de pouvoir, des rapports de guerre. Voilà. Donc, quand je parlais de la justice, quand on vous dit que les Nord-Africains remplissent les prisons, que les musulmans remplissent les prisons, écoutez, ils sont victimes d'abord de l'injustice, ils sont le plus victimes. Et sans vouloir nier, il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de pitié pour eux. Vous savez, ça tombe, les peines lourdes tombent. Hein. Les peines les plus lourdes tombent. Bam, bam, 20 ans, 15 ans. On vous casse des jeunes. Hein. On vous les casse. On ne pardonne pas l'erreur. Et il n'y a pas un réseau là pour réintégrer ou pour prévenir. Et un gars comme Zemmour, au lieu de travailler à la base pour que les gens s'intègrent, pour que les gens puissent vivre de manière honnête, puissent voir leur projet de vie. Comment est-ce que vous arrivez
à 18 ans, à 20 ans, mais vous ne savez pas comment vous allez vivre, vous ne savez pas comment vous allez gagner votre vie, vous ne savez pas... les parents n'ont pas suffisamment de rôle et le système social, même s'il existe, il y a l'école, etc., malgré tout, c'est pas évident, surtout en payant votre développement. Voilà ce que j'ai tout dit à peu près. Bon, j'ai tout dit, j'ai jamais tout dit. Voilà. Je crois que, parce que oui, Zemmour est très très dangereux, c'est ça mon objet. Il est très très dangereux. Aujourd'hui, il est présidentiable. Il est, comment dire, il est prévu à 15%, à 17%. Et Macron aussi est a quand même, il fait des erreurs de jeunesse dans sa gestion politique. Et donc, les gens en ont conscience. Donc, c'est pour ça que, entre Macron et Zemmour, je crois qu'il y a beaucoup de gens, même intellectuels, même sages, etc., analystes, ne craindraient pas Zemmour, alors que Zemmour est très dangereux et je ne sais plus quoi faire. Moi, je lui en veux parce que j'ai déjà donné un message. Donnez-moi au moins une audience, Monsieur le Président, au moins une audience, que je vous en parle. Et puis savoir prévenir, ce n'est pas vous directement qui faites quelque chose, mais c'est-à-dire, ce sont les institutions, les mouvements contre le racisme, les associations civiles. Il faut casser les excès avant. Aujourd'hui, le gars, il a pris en confiance. Le gars, il peut dire n'importe quoi, on va lui dire bravo. Il dit n'importe quoi, on va lui dire bravo. Il a pris une force, il a pris une confiance. Regardez de quelle manière il parle. Il parle avec une autorité. Et il dit une bêtise, il n'a même pas le temps de le contredire. Parce qu'il vous dit non, laissez-moi parler. Oh, le système n'est pas démocratique. Oh, le pouvoir public ne donne pas la parole. Attendez. Ils sont en plein sur la scène politique et ils reprochent au service public de ne pas être là. Mais regardez CNews, regardez Radio Sud. C'est des chaînes que j'ai dénoncées depuis plus de 3 ans. Et elles sont toujours là. Alors, regardez leurs journalistes, regardez leur direction. Non, on vous parle du grand remplacement, mais tous ces gens-là sont issus du remplacement. Ces gens-là sont... Mais ils ne sont pas dans la tradition française. La tradition française du respect, parce que la tradition française donne une excellente image. La tradition française donne une excellente image, même si en dessous c'est très différent. L'image de la France a toujours voulu être très haute. Entre autres aussi par le général de Gaulle, puisqu'il en parle beaucoup du général de Gaulle. Il a toujours voulu une image haute, et si en dessous de la table on travaillait différemment. Et ces gens-là ne correspondent pas à cette vision. Au contraire, ils clashent et ils prévoient une guerre civile, mais enfin, ils sont en train de faire la guerre civile. Et s'il est élu, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, il aura l'appareil d'État en main, il y aura des oppositions, il y aura des malheurs, il y aura des... Je ne sais pas ce qui va se passer. Et sauver la France, c'est empêcher Zemmour d'être candidat. Il ne faut pas que les députés, les maires, puissent donner leur accréditation. Or, il semble là qu'il est très proche de ces 500 signatures. Il y a vraiment un travail d'État à sauver. On ne peut pas arriver à la politique n'importe comment. On peut pas, je crois qu'à la présidence, il faut un minimum de 50 ans pour avoir la présidence. Il faut une carrière politique. On ne peut pas comme ça. Macron n'était pas déjà le bon candidat. Bon, il a été élu parce que Fillon, mais même Fillon, bon, lui aussi était critique. Enfin bref, dans mon bouquin, j'ai parlé de réformer le code électoral et j'avais proposé qu'au deuxième tour, il y ait pas 2, mais 3, 4 ou 5 candidats selon les taux. C'est-à-dire un passage à 2 tours, mais au deuxième tour, pas avoir 2 candidats comme en Tunisie, Saïd Karri, ou comme en France, on a eu Chirac-Le Pen, où finalement, on évite le débat et ce n'est pas sain pour la démocratie. Il faut que les meilleurs
passent au deuxième tour. C'est-à-dire on sélectionne ceux qui ont 3, 4, 5, en dessous de 10% dehors, et ceux qui sont à quand même 18, 20%, 23%, quand même, ils ont rassemblé une grande partie de la population. Donc on fait un débat avec ces 3, 4 ou peut-être 5 candidats sur un débat final et permettre de juger sur un panel de 4 ou 5. Et bon, ça, j'avais proposé ça au Sénat pour que le Sénat rediscute du mode électoral. Parce qu'il faut réformer cette démocratie. On ne peut pas... vous savez, il y a de l'enthousiasme pour les uns qui est suivi de déception, mais il y a des inquiétudes pour beaucoup. Quand nous avons eu des saillies en Tunisie, bon, j'ai fait des vidéos à l'époque, j'étais très inquiet. Et regardez, mes inquiétudes se confirment. Macron, c'était aussi une surprise. Bon, c'était moins pire que autres, mais quand même, Macron, il y a quand même des erreurs de jeunesse, malgré tout. Bon, au niveau de la présidence de France, voilà, mais bon, sous Hollande, c'était pas mieux, sous Sarkozy, c'était pas mieux, mais il n'y a pas un idéal, mais on a toujours un souci de bonne gouvernance. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps, et en plus, comme je ne suis pas discipliné avec un papier, un projet, une conférence, un temps, je parle et je pourrais parler comme ça longtemps, longtemps. Je ne sais plus à combien de minutes je suis. Nous sommes à 36 minutes. Allez, je vais peut-être m'arrêter là. Et bien sûr qu'il y a plein de choses à dire, mais bon, ça prendrait des journées de débat, d'échanges. Ciao, 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 ciao. Il faut stopper Zemmour. Stoppez Zemmour, s'il vous plaît. Stoppez Zemmour. C'est très dangereux.